Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle critique sur Nosferatu, un film de Robert Eggers sorti en 2024. C'est un film avec Bill Skarsgård, Nicolas Hoult, Lily Rose Depp, Aaron Taylor Johnson et aussi Willem Dafoe. C'est un film qui a coûté 50 millions de dollars, il en a rapporté 63, sachant que ce n'est pas terminé, il est en cours d'exploitation. Il dure 2h12 et qu'est-ce qui se passe pendant 2h12 ? Eh bien ce sont dans les années 1830. Thomas Hutter part dans les Carpates pour vendre une propriété à un comte, le comte Orlok. Et ce dernier va le séquestrer pendant qu'il a d'autres projets, et surtout vis-à-vis de la femme de Thomas Hutter, Hélène. Il va la hanter, même s'il avait déjà un petit peu hanté avant, et se rapprocher d'elle de plus en plus. Oh là là, quel drame, quel cinéma fantastique. Alors bien sûr, Nosferatu, film de Friedrich Wilhelm Murnau en 1922. Le premier est vieux, on pourrait même dire qu'il est antique. Il est même un petit peu comique tellement il est vieux. Et celui-ci, eh bien, c'est un remake et c'est un petit peu l'obligation de passer par certaines cases du film de Murnau que fait Robert Eggers. Hein. C'est vraiment cette parole de Nosferatu dans le film du conte « You will obey », qui est la parole de Orlok sur Thomas, mais finalement aussi du film de 1922 sur celui de 2024. Il apparaît aussi évident que bien sûr celui de 1922 a influencé Herzog, mais le film d'Herzog, je l'ai vu qu'une seule fois il y a quelques années, je m'en souviens plus beaucoup, je ne m'appesantirai pas dessus forcément. Ce que fait Nosferatu, c'est qu'il a déjà un objectif, c'est de vivre par lui-même, d'exister par lui-même. Alors il prend une direction qui est quand même différente sur la possession, sur le rapport à la science et à la croyance. Il y a des choses quand même qui le distinguent clairement. Et je pense qu'en cela, de faire ce pas de côté, de reprendre le premier film, mais de travailler autrement, c'est une ambition qui est réussie. Je n'irai pas comme les mauvaises langues à dire que c'est une machine qui tourne à vide. Ne faites pas ça chez vous avec votre lave-linge, même s'il y a une créature dans le film qui est blanc comme ce dernier. Oh, je dirais qu'il a quand même ses propres atouts, ses propres thématiques. Après, est-ce que ce sont des thématiques que nous n'avons pas déjà vu travailler ailleurs ? Non, c'est quelque chose qui se veut dans un sillon déjà de sa filmographie et aussi dans un sillon actuel. Donc c'est en cela que le film est riche et pleinement ancré en fait dans maintenant, en quelque sorte. Donc nous allons faire quelques observations, c'est un retour qui n'est pas complet, hein. C'est compliqué de se rappeler de tout, c'est un film qui est sorti récemment, en plus vu pendant les fêtes on a peut-être autre chose à penser que les films qui viennent de sortir, en tout cas c'était mon cas. Je me suis aidé pour cela de quelques petits articles. Un article de la 7e Obsession, numéro 55, novembre et décembre 2023. C'est un article avec, je crois, une interview. Et il y a eu aussi 2 interviews très intéressantes dans Cinématiseur, novembre et décembre 2024. Et il y a aussi un article des Cahiers du cinéma, décembre 2024, sur le film même. Le film de Murnau est déjà une relecture. C'est une relecture parce que voilà, la version était une adaptation un petit peu cachée, hein, parce qu'ils n'avaient pas forcément les droits. Donc c'est une version déjà dégénérée du roman, un film qui a failli d'ailleurs disparaître. Et c'est là un cas de figure intéressant, c'est un remake d'une adaptation pas officielle. Donc on a déjà un côté dégénéré, nécrosé en fait de la réplique. Et en cela, c'est déjà quelque chose de fascinant. On choisit de prendre un film qui n'est même plus censé exister, en fait, qui est antique, et on va le remettre au goût du jour. Donc là, il y a déjà un caractère unique dans le film de Nosferatu, même si on a voilà, des fragments qui ressemblent au roman, mais tout d'un coup, ça s'écarte. Et plus, bien sûr, on fait des remakes et des réappropriations du Nosferatu de Murnau, plus, en fait, on va s'éloigner, en fait, de l'original, quitte à ce que ce soit carrément autre chose complètement. C'est un film qui avait été annoncé il y a presque 10 ans, fin 2015. L'ombre plane en fait sur sa filmographie, dans les thèmes, dans le sérieux aussi des situations. C'est quelqu'un qui aime le tragique. Et là, on ressort le vampire de son antre, on le fait sortir de l'ombre. Il y avait une parole, je crois que c'était dans la 7e Obsession. Il est dit, il opère un double mouvement d'assouvissement et de rejet de son propre fantasme. Et on peut le percevoir par moments
dans le film via certains mouvements ou certaines, certains visuels où on sent le poids de la référence à l'original, et en même temps il y a un rejet parce qu'on va faire autre chose, tout en n'étant pas vraiment en fait une image du premier film. Et pour moi il y a un plan qui résume toute cette idée, qui résume cette phrase, assouvissement et rejet. C'est un moment dans le film, il y a Anna Harding qui prend une espèce de lanterne et qui se balade dans son couloir, et tout d'un coup elle entend des choses, c'est un peu mystérieux, et il y a un panoramique. La caméra est devant elle, et la caméra fait un panoramique sur l'environnement, et on voit des escaliers. Et il y a une rambarde à ces escaliers. Et moi, quand j'ai vu les escaliers, ça m'a foudroyé. C'était les escaliers que prenait le vampire dans le film de 1922. Et donc on attend une ombre sur ces escaliers, qui rappellerait cette image iconique du vampire qui monte les escaliers en ombre. Mais en fait non, on continue de faire ce panoramique, on passe à côté de cet escalier comme ça et on retourne sur elle qui n'a rien vu et qui se décale, et tout d'un coup il y a Hélène qui pop littéralement derrière. Et là je me dis il y a quelque chose. Voilà, là il y avait quelque chose de l'ordre du dialogue. Il y a des constantes et des variantes qui font que ce remake est intéressant à observer. Je ne pense pas que ce soit un blasphème de faire ce remake. Il pourrait faire par exemple un remake de, je sais pas moi, le cuirassé Potemkin par exemple. J'aurais hâte de voir le résultat, de voir comment, avec toutes ces années, on peut retravailler une formule, on peut retravailler une icône aussi importante, ne serait-ce qu'observer la dégénérescence de notre façon de faire du cinéma aujourd'hui. Une dégénérescence comme objet d'étude. Il ne s'agit pas là d'avoir un rapport critique pour taper sur un gars qu'on n'a jamais vu, hein, ce qui a été le cas de beaucoup de critiques. Hein. Il s'agit d'observer comment en fait notre cinéma a dégénéré via la technologie, le numérique, via notre façon de voir les images, notre façon de consommer les images, de consommer, vous savez, la culture populaire, des choses comme ça. Et je pense que ce film peut totalement rentrer dedans. Il y a justement l'attente d'une iconisation, par exemple, ce qui a été reproché un petit peu au film. Parce que, voilà, soi-disant, il n'y aurait pas assez de plans iconiques. Lol. Mais on y reviendra. Pour moi, c'est pas le problème d'un blasphème, en fait. C'est le problème de savoir où se placer. Déjà, il faut jamais sacraliser quoi que ce soit. Et en même temps, je trouve que c'est plutôt le bienvenu d'aller chercher des films anciens et d'essayer de les mettre au goût du jour. Je veux dire, j'étais très content que Cronenberg fasse un nouveau travail sur La Mouche. Hein, parce que bon, vous avez vu les premiers films La Mouche, bon, c'est pas joli quoi. C'est un peu miteux. Hein. Et il faut dire que la version de 1922, elle est d'une autre époque. Hein, vraiment. C'était une époque naïve où tout était à construire. Donc là, on essaye de faire autre chose. On essaye de raviver en fait une figure vieillotte, vraiment qui est poussiéreuse. Hein, on souffle dessus, elle s'envole. Hein, et là, on va lui donner du poids, littéralement, dans le film. La figure a du poids. Il est dit dans Cinématiseur, page 52, donc c'est Eggers qui disait « J'essaye toujours de raconter la meilleure histoire possible, en respectant les lois de l'époque que je traite, mais je ne vis pas coupé du monde. Alors forcément, si je n'ai pas échoué en tant que conteur, les thématiques contemporaines s'immiscent d'elles-mêmes dans le récit. » Et une des thématiques qui est présentée dans le film est portée par Willem Dafoe. C'est un peu une sorte de décalque de Van Helsing, quoi qu'on en dise. Il est contre la science, clairement par plusieurs répliques, et le caractère de l'événement qui arrive dans le film. Et je pense que c'est une chose qu'apporte le film par rapport au premier, c'est la croyance contre la science. À cette époque, dans le film donc, la science a rendu les gens vulnérables à l'influence vampirique. Ils n'y croient pas. Alors, du coup, l'influence vampirique prolifère. Et ça, ce sont quelque chose aussi qui sont palpables aujourd'hui, mais peut-être plus par rapport à l'influence d'Internet, évidemment. Hein. Et dans le film, Orlok le sait
que la science joue en sa faveur. Et il va en profiter. Il dit d'ailleurs dans le film, je sais pas comment il dit en français, mais en anglais ce serait j'ai hâte d'arriver dans votre ville moderne. Hein. I can't wait to live in your modern city. Et en cela, il appuie la rencontre entre le réel et le mystique sous la forme de la peste qui vient vraiment la confronter les deux. Hein. La mystique de la peste via ces rats qui sont porteurs de maladies, accompagnés justement de Nosferatu, il contamine le réel avec les rues et les couloirs bondés de gens en train de mourir. Et il y a ce refus du monde moderne de la part du personnage de Willem Dafoe, quelque chose qui a l'air plutôt constant chez Eggers. Or ce n'est pas le refus, je refuse, non, mais c'est plutôt le choix de faire toujours des récits qui mettent en avant quelque chose de fantastique ou un mythe. On est dans un âge aujourd'hui où on va beaucoup rationaliser. Et c'est une bonne chose aussi de le faire. Mais artistiquement, on a tendance aussi à rationaliser. C'est vrai, quand on cherche toujours les cohérences et les choses comme ça, pour se rassurer un petit peu. Alors le film, en cela, est réactionnaire, oui, bien sûr. Alors quel serait le message? Un retour à du mystique et à pas de la cohérence de la science? Mais je pense que c'est un retour aussi à être un peu plus souple dans les récits qui font du fantastique, qui mêlent aussi les espaces et le temps un petit peu à sa manière. Donc c'est une idée de croyance contre la science du récit également. Où on a, vous savez, ces personnages qui se téléportent d'un côté à un autre, qu'on trouve que tout d'un coup le soleil se couche ou se lève un peu trop vite. Je pense que en cela, le film traite aussi de cela. Et il y a des moments dans le récit où il y a clairement des effets de cinéma pour rendre la créature fantastique. Il y a un moment où ils montent en colimaçon, tous les deux. Il vient d'arriver Thomas au château et on monte en colimaçon et la caméra prend un peu de temps sur Thomas et tout d'un coup on se rend compte que le comte, il n'est plus devant lui, il est déjà installé dans le salon. Voilà, alors on continue à monter l'escalier en colimaçon. On se dit, là, il y a eu une ellipse dans le déplacement du vampire qui a fait beaucoup plus vite que le mouvement de caméra ne laisse suggérer au départ, parce qu'au départ, Thomas, il est juste derrière le comte. On vient créer un petit peu une petite accroche, en fait une petite résistance dans ce que nous voyons de cohérent, et ces choses-là vont se déployer davantage dans le récit, hein, via des transitions, des choses comme ça. Je pense que, oui, dans le film, il y a la croyance dans le mystique contre la science, mais à plus grande échelle au niveau du film même, il y a aussi une croyance envers la mystique du cinéma contre la science, la cohérence du récit, de choses que les personnages ne sont pas censés faire, ou voilà une violence par exemple d'un coup et que la personne n'est pas sonnée, ou vous voyez des choses comme ça. Hein, donc il faut avoir de la souplesse en fait. Et c'est finalement ce qu'on appelle le contrat. Hein, le contrat quand on va voir un film évidemment. De façon plus générale, il y a aussi la cohérence vis-à-vis des thèmes, comme il disait, contemporains, la pandémie, le Covid, les vagues réactionnaires. Bon, ça, ce sont des choses qui sont perceptibles aujourd'hui. Il y a une montée du populisme, hein, voire du fascisme. Hein, on n'y est pas encore en France, mais on peut le percevoir réellement dans le choix des élus, dans ce qui se passe à l'extérieur. Nosferatu convoque les névroses de notre époque. Hein, et on rappelle en tout cas, je devrais dire, la pertinence. Alors peut-être pas d'une façon la plus claire, parce que voilà, c'est pas quelque chose que je trouve dans le film qui nous apparaît clairement, mais quand on creuse un petit peu sur les motifs, sur le choix de faire dire telle ou telle chose à tel ou tel personnage, les mouvements de foule, on peut le percevoir. On peut faire des rapprochements, mais ce ne sont pas des rapprochements qui sont évidents. Il est clair que Robert Eggers considère que notre société n'a pas assez de contact avec le sublime, et c'est en cela que sa filmographie en est un petit peu remplie de moments de sublime, de choses fantastiques. Mais il le disait en interview, pour le peuple de Transylvanie, ce n'est pas une question de croyance, de croire dans quelque chose de mystique dans le film, c'est une affaire d'existence. Pour eux, ça fait partie de leur quotidien.
Ça fait partie de leur rituel, ça fait partie de leur peur. Hein. Et en cela, voilà, il y a quelque chose qui est profondément du choc, en fait, du choc culturel, quand il y a Thomas qui arrive et qui ne comprend pas du tout ce qu'il voit. Hein. Et ça amène bien sûr à des émotions, à des sensations et des émotions, de perdre pied, d'être dans l'attente aussi de quelque chose qui va se passer mais qui n'arrive pas, d'être dans l'angoisse, de ne pas savoir si on va survivre au lendemain. Et ça, ce sont des choses, bien sûr, voilà, quand les gens disent il n'y a pas d'émotion, je pourrais dire que finalement, comme dans les précédents, hein, il y avait guère plus d'émotions que dans celui-là, mais si vous considérez qu'il y a des émotions dans les précédents, il y en a aussi dans celui-là. Mais n'oublions pas aussi que nous sommes fortement sollicités quand nous voyons des films, hein, et nous en voyons beaucoup. Donc peut-être que celui-ci, qui est peut-être moins affûté, ne nous fait pas tant d'effet que ça par rapport à d'autres qui sont ficelés pour nous faire pleurer ou nous foutre la frousse. Ce film réussit à quelques moments, hein, mais ce sont des moments fugaces. Nous sommes plus là à percevoir l'agonie des personnages et le destin funeste de Hélène. Je pense qu'il ne faut pas trop caler des idées comme ça des films précédents sur celui-ci. Dans un sens, il a quand même pas fait comme les autres, hein, comme les deux précédents. Donc, est-ce que dans ce cas-là, il serait moins bien? Je ne pense pas que ça se joue sur ça. Les films ont tellement d'années de différence qu'il y a une souplesse à avoir aussi sur les messages, sur la façon dont c'est fait. Les auteurs aussi sont très différents. Pour moi, ce n'est pas qu'il manque de substance, mais il faut bien le replacer dans son ancrage par rapport au réalisateur, à l'époque, par rapport aussi à ce que c'est que faire un remake maintenant. Et je dis pas qu'il doit s'inscrire dans des tendances actuelles, vous savez, dans l'horreur j'entends, vous savez, comme des choses comme l'elevated horror ou des choses comme ça. Bon, ce sont des notions, je pense que je me pencherai un moment sur le film, hein, sur le texte en lui-même, mais il faut pas, être une lumière pour dire que c'est un texte qui n'engage que son auteur et pas les personnes qui font les films. Qu'il soit ou non dans le cadre de ce corpus, Eggers n'en a rien à cirer, donc je pense que l'assimiler pour le dénigrer à l'elevated horror, je trouve que c'est pas un argument très convaincant. En tout cas, il faudra faire mieux que ça. Le fait que le film ne fasse pas peur n'est pas non plus un problème pour moi. Quand on voit tellement de films, c'est compliqué de créer de l'angoisse. Alors le film commence assez fort d'ailleurs, avec un soupçon de jumpscare, beaucoup d'agression au son, je trouve. Et finalement, on est... Quand je vous disais justement un soupçon de jumpscare, justement, nous soupçonnons dans certaines scènes un jumpscare et donc nous sommes dans l'attente du sursaut. Mais on n'est plus surpris. Mais je pense que c'est aussi du fait qu'il y a une trop grande expérience de visionnage. Et maintenant, on attend autre chose. Et ça devient rare, les bonnes expériences de peur, d'épouvante, d'angoisse. L'angoisse, quelque chose qui est difficile à faire émerger. Je trouve que par moment, Smile 2 avait réussi à faire quelque chose. Mais pour ma part, j'ai fait le deuil d'être effrayé quand je vais voir un film d'épouvante ou qui fait peur. La peur n'a rien à voir avec l'agression sonore et visuelle. Ça fatigue les yeux et ça fait mal aux oreilles. Et ça, malheureusement, le film le fait quasiment dès le départ. Dès le départ, on a une scène un peu d'ambiance d'épouvante, et il y a une agression qui est faite sur le personnage d'Hélène et qui, bien sûr, agresse le spectateur. Et en plus, on nous montre déjà la créature, mais vraiment de façon fugace. Mais vraiment presque de façon subliminale, hein, même presque d'une façon subliminale. Et je trouve que ça, par contre, c'est un peu une erreur, parce qu'il faut construire le mythe, hein, que peut-être certains ne connaissent même pas. Donc on va monter la tension avec l'arrivée dans les Carpates, on va créer du montage alterné avec les nuits qui se suivent, et à la fin on va en plus encore créer du montage alterné avec les différents points de vue, la peste qui arrive, la mécanique des 3 nuits à vivre ou à survivre, tout est là. Le montage alterné fonctionne pour nous créer des destins séparés par l'espace mais ramenés par le temps. C'est un montage alterné qui fonctionne par moments de façon un peu hasardeuse au début, notamment je trouve la première apparition de Knock en vénération
pour Nosferatu est inutile et assez bête. Je trouve que ça aurait pu être gardé sous silence, ça aurait été beaucoup plus vicieux. Là, c'est très... on déploie beaucoup trop vite les choses, je devrais dire. C'est-à-dire que le film prend les devants, clairement. Alors, on raconte peut-être un peu trop ce qui va se passer. Mais nous le savons depuis le premier film, alors nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente, une attitude passive, à mon sens, qui dessert un petit peu le film. Mais ça conforte aussi la fatalité qui pèse sur elle. On signifie bien qu'elle doit séduire le vampire et qu'il sera percé par la lumière du soleil. Donc on force le mari dans une direction en le faisant penser qu'il peut sauver la ville pour réellement sauver la ville en sacrifiant la femme. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument pas présenté dans le film de Murnau. Cette idée que c'est la femme qui va tuer le vampire, consciemment, puisqu'à un moment, il y a le soleil qui commence à se lever, il y a Nosferatu qui regarde le soleil et qui se dit « ouais, ce serait peut-être temps de me barrer », et elle le ramène vers elle. Voilà, c'est quelque chose, le film de Murnau ne fait absolument pas ça, et je n'ai pas le souvenir que le film de Herzog le fasse non plus. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier, et bien sûr, savoir la chose à l'avance, c'est être triste pour les personnages qui connaissent le destin funeste à l'avance de ce couple qui s'aime. Et un des derniers plans, c'est Thomas qui pleure. Les gens qui disent qu'il n'y a pas d'émotion, je pense que ce sont des gens qui n'ont pas d'émotion de base dans la vraie vie. Il y a quelque chose qui est très poignant. Alors, il ne s'agit pas de pleurer avec le film, mais de percevoir qu'il y en a ou que les personnes en ont. Combien de films j'ai pas eu d'émotion, mais où je ressentais le potentiel émotionnel de la scène. Si on devait dire qu'un film était de la merde parce que j'ai pas eu ma petite goutte ou je sais pas quoi, il y aurait des milliards de grands classiques du cinéma qu'on enverrait à la poubelle. Il y a des gens qui ont pleuré devant Casablanca, moi je trouvais ça complètement pété. Par exemple, je prends Casablanca comme ça vraiment au hasard, mais Casablanca, la fin de Casablanca, des gens pleurent, et il y en a qui ne pleurent pas du tout. Est-ce que pour autant le film devrait être, voilà, il n'y a pas d'émotion, c'est nul, zéro pointé, la bulle. Non mais attendez, c'est ridicule. Et le pauvre Thomas qui a tout perdu, il a été vraiment malmené pendant le film, le pauvre Thomas. Mais c'est revenir, les lueurs du jour qui percent le vampire, c'est revenir un peu aux sources de la figure du vampire. On l'iconise à fond parce que c'est la grande attraction du film, on l'a pas eu pendant les bandes annonces, on veut le voir du coup. Mais trop iconisé, je ne l'ai pas perçu comme quelque chose de saturant. La question de la saturation de l'iconisation est venue dans certains textes, certains retours, mais je trouve que pas forcément. On reprocherait dans ce cas-là de ne pas iconiser. Où il est mon plan iconique? Il est où mon plan iconique? Il ne s'agit pas de faire son petit marché aux plans iconiques quand on va voir un film. On ne demande pas des choses d'un film. On le prend comme il est. Il ne faut pas attendre des choses. Ça, c'est quelque chose avec laquelle je dois me battre, parce que moi, j'attends aussi des choses de films. Et je ne devrais pas. Donc c'est quelque chose, c'est une notion contre laquelle il faut se battre, tout simplement. Comme beaucoup d'autres notions, évidemment, quand on va voir un film. Skarsgård, lui, il fait son petit rôle, on le reconnaît à peine, il y a eu une perte de poids et un travail sur la voix avec un chanteur d'opéra, et voilà ce que ça donne. Quand il y a un mec hanté par un film qui fait le remake. Le monstre, c'est un objet de fétichisme pour Eggers. Il adore son monstre. Ce vampire, il a une moustache. Et oui, une moustache qui est la bienvenue, parce que nous sommes sur l'idée d'un mort vivant. Alors, le mort, c'est les nécroses sur le corps. Ça le rend mort, en décomposition depuis des années. Ça le rend antique aussi, comme une momie. Et vivant par la pilosité encore en place. De loin, il semble vivant. Et d'ailleurs, on joue sur la distance avec la caméra dans la première scène où on le voit. Vraiment, on joue sur la distance. On le voit de loin, on a l'impression qu'il est tranquille, voilà, que c'est un humain. Mais en fait, non, pas du tout. Et voilà, la mort, la peau, dès qu'on est près de lui, on perçoit la peau, la mort. C'est cette séquence dans le bateau. Où il y a la personne qui est dans la cale et il passe à côté de trucs qui sont accrochés. Tout d'un coup, on passe à côté de Nosferatu, mais on l'a pas vu. Mais on a sa peau qui est complètement déglinguée. Et après, il y a tout le travail de son qui est incroyable. La lourdeur du son émis par le vampire est la bienvenue. Là où la version de 1922, elle était muette.
On ne pouvait pas faire un son pareil. Donc on l'habille littéralement d'un son qui fait trembler les murs. Ah, ça, c'est encore quelque chose qui est innovant par rapport aux versions précédentes. Même la version de Herzog. Les séquences où il est présent avancent au rythme de sa respiration. Et là où on a une version de 1922 qui est une ombre fluette et muette, vraiment on dirait Monsieur Burns dans Les Simpsons, hein. Voilà, c'est un petit peu ça ici, on a une silhouette massive au bruit impressionnant. Le film, le travail sonore donne l'impression que tout le château respire au rythme de son asthme, hein. Et chacun de ses pas sonne comme une enclume. Et je trouve ça assez délicieux. La première scène du film où il apparaît dans son château avec Thomas qui découvre un petit peu les Carpates et tout ça, c'est la meilleure scène du film. Absolument passionnant à voir la découverte des lieux fantasmés, des lieux iconiques pour la première fois. Après, le monstre a aussi l'emprise de son côté. Il ne s'agit pas simplement de révéler son apparence, hein. Le monstre, selon Eli Rofast, ne serait que, n'aurait de mystère que son apparence, hein. Dans les cahiers du cinéma, Eli Rofast dit « Ce surplus de gestes n'aide pas à renouveler le film de Murnau ». Mais je pense pas que c'était le but. En fin de compte, il y a quand même un désintérêt profond de nombreuses générations pour les très vieux films. Et ce film-là peut donner l'intérêt à voir ce qui a été fait. Renouveler le sang de la personne qui découvre le cinéma. Et en cela, c'est pas un surplus de gestes. S'il faut faire ce genre de gestes pour que les gens puissent s'intéresser au passé, alors faisons les films les plus lourds possibles pour que ces jeunes qui généralement ne regardent pas le passé viennent s'y intéresser. En plus, ils ont aimé le film. Voir Nosferatu de Murnau, Fantasia, voir les films qu'il a cités sur Combini, par exemple, hein. On aime Eggers, il a fait un Combini, regardons ce qu'il a à dire. Il faut offrir quelque chose parce que, au final, offrir quelque chose de nouveau, chercher la nouveauté à tout prix dans chaque film que nous regardons, finalement, ce n'est pas ce qui est important. À mon sens, ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est qu'il donne envie de voir autour ce film-là. Un cinéphile expérimenté ne trouvera peut-être pas grand-chose dans le film, mais il sera heureux d'entendre qu'un mec est allé voir l'original parce qu'il a vu le film d'Eggers. Un cinéphile aime la circulation des films chez les gens, qui regardent peut-être un peu moins de choses. C'est ça qui fait plaisir. Mais il n'y a pas que le vampire dans la vie, il y a les autres aussi. Il y a toujours ces faiblesses chez les personnages qu'on présente, et bien sûr qui sont en contradiction. Les Harding et les Hutter. On a un couple dysfonctionnel ou qui peine à se rassembler, à fusionner avec Thomas et Hélène. Et de l'autre côté, on a les Harding qui sont le couple parfait avec les enfants et tout ça. Enfin, tout ça, ça roule tout seul. Le contraste est facile et bienvenu. Nicolas Hoult, lui, joue très bien. Il a de l'amplitude pour jouer. Il est polyvalent aussi vis-à-vis de ce qu'il a vu jouer avant. Alors, ce sont des films, pour la plupart, qui ne sont pas forcément très folichons. Mais récemment, il a par exemple joué dans Juré numéro 2. C'était très bien. On attend aussi des acteurs dans ce genre de rôle de pouvoir exprimer un peu plus, de jouer aussi la terreur. Il laisse beaucoup de place aux acteurs, je trouve, Eggers, dans ce film-là, avec de longues prises, où ils ont des choses à dire, plus de choses, et je trouve que les dialogues respirent particulièrement. C'est pas un espèce de surdécoupage, non, on pose la caméra fait des fois des longs mouvements, et ils peuvent travailler aussi une sorte de chorégraphie avec la caméra, ça laisse un peu plus d'amplitude. Il y a ce moment que j'aime beaucoup, quand il arrive dans le camp de gitans, le Thomas, et on se moque de lui, parce qu'il vient pas d'ici. Et la caméra montre en fait tous ces gens qui s'agitent autour de lui, qui se foutent de sa gueule. Et quand il dit « Oh bah je vais au château », alors là il y a tout le monde qui tire la gueule. Et le soir il s'isole un peu parce que personne veut lui servir à boire, ou on fait des espèces de signes de Vader rétro Satanas et tout ça. Bon, après, les bohémiens, bon, il y a du cliché, il y a de l'accent, mais à quoi on peut s'attendre d'un film américain? N'oublions pas ça. Alors il semblerait que d'après Radio Gorilla, l'accent soit tout à fait juste. L'accent des gens qui vivent dans les Carpates au niveau de la Pologne
Alors oui, ça parle anglais à certains moments, alors que ça devrait parler la véritable langue originale des lieux. On est sur un film américain. Et même le Nosferatu, lui, il parle avec aussi un anglais, mais avec un accent complètement exagéré, ce qui lui permet de se démarquer, encore une fois, par rapport au jeu des autres, hein, donc pour marquer le côté antique. Et il ne joue pas dans la même catégorie. Et on décale, en fait, l'engagement aussi du spectateur vis-à-vis de ses choix de jeu, mais aussi vis-à-vis de ce qu'on narre, en fait, avec ces personnages. On est beaucoup plus avec Lily Rose Depp. Hein. Nicolas Hoult, on l'a au début quand il est aux Carpates, mais après, on s'en fout. Il devient complètement secondaire, hein, parce qu'il est nuisible à la potentielle réussite du plan. Et je trouve ça horrible, en fait. Horrible. Et Lily Rose Depp, eh bien, elle doit se farcir le vampire. Alors, Eggers disait de la relation d'Hélène au vampire que c'était... alors, je vous dis la phrase que j'ai relue. Liant un soir de bonne grâce son destin à celui de la créature, attendant sa venue, à celle des années durant, donc le fameux Come to Me, rêvant d'elle de plus en plus intensément à mesure que sa venue se rapproche, dont la narration rejoue en tout point la trajectoire de la projection. Ça, c'est quelque chose d'intéressant dans le film, c'est que nous avons déjà un travail et un impact autour de l'emprise qui est beaucoup plus important que dans les autres films. On nous dit qu'elle a été sous son emprise avant que les événements du film ne commencent. Ça, c'est quelque chose qui est assez inédit. Une liaison passée avec le vampire qui a été atténuée avec l'amour de Thomas. Et puis, on a cette fragilité du personnage qui va être appuyée de plus en plus au fur et à mesure que le récit avance. On va l'isoler en quelque sorte du reste des personnages principaux, avec évidemment un travail sur le désespoir, les angoisses, la tristesse, la peur. Alors d'abord c'était Anya Taylor-Joy qui devait le jouer, mais il y a eu un refus. Je pense que c'est un peu la faute aussi d'un certain Mad Max, en quelque sorte. Mais oui, je trouve que c'était intéressant de voir comment Depp et son travail corporel pouvaient jouer un petit peu sur ça en regardant un petit peu comment dans Nosferatu ça avait été joué. C'est clairement aussi quelque chose qui revient à Possession. Dracula, évidemment, il y a une vraie performance physique par moment et non aidée par les images par ordinateur. C'est un petit projet quand même. C'est un budget moyen, on ne peut pas balancer des images de synthèse à tout va. Quand elle tremble, par exemple, elle tremble à un moment comme c'est pas possible, comme si elle avait des spasmes alors qu'elle était tout à fait consciente, eh bien ça sent clairement la référence à Possession. Alors dans Possession, Isabelle Adjani ne tremble pas comme ça, mais il y a clairement une envie de montrer ce corps qui ne répond plus, qui répond à quelque chose d'autre. Cette séquence incroyable dans le tunnel dans Possession, vraiment ce film il est incroyable. En regardant ce film on a envie de voir tous les films de Zulawski. Eh bien clairement ce moment-là quand Hélène tremble, c'est ça. Et ça rend évidemment le personnage théâtral dans le film, vraiment dans un film de cinéma. C'est du théâtre dans un film de cinéma. Et ça m'étonne pas. Eggers a un rapport théâtral à Nosferatu. Il l'a mise en scène à 17 ans, dans sa jeunesse. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui est fort. Et ce décalage, qu'est-ce qu'il donne comme impression? On a encore eu un décalage où on laisse tout d'un coup beaucoup plus de place à ces gens-là dans le cadre par rapport à d'autres qui sont cloisonnés dans un cadre. Par exemple, Knock, donc le Renfield, il est complètement cloisonné dans un cadre. C'est un personnage de cinéma. Ce n'est pas un personnage de théâtre. Les personnages de théâtre sont clairement Hélène et le comte Orlok. Et ce sont eux qui sont magnifiés par les costumes, par le son, par la caméra. Et ce sont eux qui ont le plus d'amplitude, je trouve, de jeu, clairement. Là où les autres sont complètement coincés par le cadre de cinéma. Ces deux personnages s'échappent du cadre de cinéma et même extirpent leur essence du cadre pour devenir autre chose. Cette main fantomatique qui vient prendre la ville est issue au départ d'un plan où Nosferatu est corporel. Cette scène où Hélène tremble, eh bien, c'est une scène qui a aussi suscité le rire. Parce que c'est ridicule, soi-disant. On reprocherait même qu'elle fait rire parce qu'elle est mal fabriquée, parce qu'elle serait ratée. Je dirais pas nécessairement. Tout dépend encore une fois, comme d'habitude, de l'expérience du spectateur.
quelle expérience a le spectateur du cinéma? A-t-il vu, allez au hasard, hein, Cris et chuchotements? Ou Possession dont je vous parlais juste avant? Ou Le Diable? La réaction d'un public qui rit à des scènes qui sont censées absolument pas faire rire est bien un témoignage de notre rapport à l'écran. Rire au drame, rire à la tragédie, échapper à la tragédie plutôt que ressentir pleinement cette tragédie, il doit fonctionner pour un public plus large. Et je trouve qu'en cela, Eggers a assagi son récit. Et il a aussi appuyé le drame davantage, pour que ce soit plus évident pour les gens. Et d'où peut-être aussi le choix d'avoir proposé des personnages un peu plus unidimensionnels. Mais c'est une considération moderne, que chaque personnage doit avoir un développement complet en 5 saisons et tout ça. Mais pour moi, c'est un regard dégénéré provenant de séries. Vous regardez les films des années 40, 50, 60, vous avez des personnages, peut-être 2 ou 3 développés, et c'est tout. Et ce n'est pas un problème, il y a plein de films formidables. Chez Murnau, on n'avait pas plus de développement non plus, hein. Ça n'existait même pas. On a des figures qui actionnent. Ce sont des ombres, comme Nosferatu, des pantins comme Hélène, des clowns comme Thomas. Vraiment, revoyez Thomas dans le film de Murnau, c'est pas possible, hein. Déjà, la première fois que je l'avais vu, je trouvais que c'était mal joué. Enfin, ou que c'était too much, en quelque sorte, que c'était unidimensionnel. Donc, je pense que ce caractère unidimensionnel est porté par ces films-là, et porté aussi par le fantastique. Et je pense qu'en cela, j'ai hâte de voir ce texte, mais l'Elevated Horror veut montrer qu'il y a une différence, qu'il sait opérer une différence entre l'unidimensionnel des personnages à une certaine époque, et aujourd'hui, on a tout d'un coup créé quelque chose de plus complexe pour les personnages. Je pense que c'est aussi une affaire de personnages là-dedans. Et même, on va dire que voilà, ils n'ont pas de développement. Et alors? Mais encore une fois, là, on revient toujours à quelle est l'expérience qu'a le spectateur des personnages de fiction de cinéma. Si la personne voit plus de séries, elle a un regard déformé sur une œuvre de cinéma, de base. Moi, je trouve ça plutôt agréable de savoir voilà, que les personnages, ils sont unidimensionnels dans leur incapacité à faire des choix et à faire quelque chose, à savoir ce qui se passe. Ces personnages sont désemparés pendant une bonne partie du film. Thomas, il est complètement à la ramasse. Il se laisse guider. Il se laisse guider par les médecins, il se laisse guider par le mysticisme. On a des personnages qui sont inactifs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encaisser aussi. Mais il faut l'encaisser. Moi, je l'ai plutôt bien perçu. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas supporter que ces personnages n'actionnent pas, ou qu'ils actionnent en retard, ou quand ils actionnent, ça marche pas. Je vous rappelle cette scène où il y a Thomas qui est dans les catacombes et qui veut tuer le vampire, et le vampire l'arrête d'un seul mouvement de bras. Il y a une fixité et une non-réactivité des personnages. L'idée est qu'à un moment, il y a une confrontation entre Hélène et Thomas. Il y a Hélène qui lui dit « Prends-moi pour que le vampire voie que tu es mon vrai mari ». Et même ça marche pas, c'est ridicule. Il y a une vulgarité, une violence qui est en contraste avec la sexualité de l'époque victorienne, très empruntée. Ce n'est pas fait de façon sexy, hein, mais c'est avant tout une affaire de domination. Elle veut faire l'amour avec lui pour oublier qu'elle est hantée par le vampire. Mais au final, ça sert à rien car elle repart en transe. Thomas, lui, il est complètement désespéré de trouver un moyen de faire revenir sa femme. Voilà, ça fait partie de ces scènes où l'érotisme se manifeste un petit peu. Alors l'érotisme, vite fait, hein, il y a quelques plans qui le montrent, à la fin aussi ça l'est un petit peu, mais je trouve que là, l'idée d'érotisme n'est pas ce qui est porté le plus dans le film. Et ce n'est pas le comte Orlok qui va me dire le contraire, hein. Alors il est retravaillé à fond, c'est assez brillant, mais clairement, hein, quand on voit Orlok, si je puis citer cette réplique, hein, ce bronzage érotique, ces lèvres de rubis, cette couleur de cheveux, c'est naturel, seul votre croque-mort connaît la différence. Alors j'espère que ceux qui ont entendu cette phrase, ils savent d'où ça vient. Je vous dis pas d'où ça vient comme ça, je veux avoir la réponse en commentaire, merci. Oui, il y a une sexualisation du monstre, mais elle est pas trop apparente, elle n'est pas trop écrasante, même si le film commence par un viol, en quelque sorte. Mais il s'exprime à travers plus le personnage d'Hélène, à travers les organes de Hélène,
Et en même temps, je dis ça, c'est pas du côté de Orlok. Orlok, il est quand même incarné. Il a une corporalité incarnée. Quand j'entendais des gens, je ne vais pas les citer, hein, en plus il y en a un que j'aime beaucoup, mais qui disait que au contraire, il n'est pas incarné, mais sans argument, hein, comme par hasard. Mais dans l'original, je tiens à vous rappeler qu'il disparaît dans un fondu quand il y a les lumières de soleil. Hein. Ici, il se flétrit. C'est quelque chose qui est plus incarné. C'est comme dans le film, je crois, de Herzog. Il se flétrit, il se raidit, un corps rabougri. Pour 50 millions, c'est, je trouve, super bien produit. On parlait de films à moyen budget, eh bien ça c'en est un, et c'est plutôt réussi. La vie de la ville, à travers les travelling d'accompagnement, sont vraiment les bienvenus. Les costumes sont super. Il y a eu à peu près 3 mois de tournage à Prague, au château de Corvin, que vous avez pu voir dans le film La Nonne, qui sert de château pour le comte Orlok en Roumanie. Il y a eu plein aussi de vidéos qui montraient Eggers, qui parlait de ses références, notamment Les Innocents, donc de Jack Clayton, Cris et chuchotements, je l'avais cité avant, de Bergman, Le cauchemar de Dracula de Fischer. Ces films-là, ce sont des films que j'ai vus, donc il y a aussi The Queen of Spades, mais celui-là je ne l'ai pas vu, de Dickinson. Mais ces films-là, on peut percevoir dans certains cadrages, certaines durées de plan, je pense aux Innocents notamment, où il assimile et renvoie en fait ces références en les retravaillant. Il y a un projet d'assimilation de ces références qui, je trouve, plutôt bien fait. Ça donne des choses assez inédites, des images, des morceaux de tableau, notamment le dernier plan. Le dernier plan, c'est clairement une idée de tableau. On pose des ambiances, absolument. C'est quelqu'un qui pose très bien ses ambiances, il prend le temps de travailler avec le cadre. D'ailleurs un film qui a été tourné en pellicule, selon un format 1,66, donc c'est pas le 1,85 qu'on a d'habitude, mais le chef opérateur disait dans une interview sur Cinématiseur que le 1,85, il le trouvait moins naturel. Moi, ça ne m'a pas gêné quand j'ai regardé le film. Il y a des choix qui sont faits, notamment par exemple le bleu nocturne. On ne se rend plus compte de ce qu'est vraiment une nuit noire. Dans ce cas-là, vous savez, c'est un petit peu comme Hérédité. Hérédité fonctionnait de la même façon. On utilise la couleur, cette couleur-là, pour rappeler le film de Murnau avec ce bleu, clairement. Ce sont aussi de longues prises qui sont là pour les acteurs, notamment, pour créer de la tension, pour ne pas couper, évidemment, avec un enjeu d'éclairage très intéressant, où le chef opérateur disait que nous tournions en adéquation avec le rythme réel de la scène. Et donc, puisque la pellicule coûte cher, ce qu'on filme doit avoir de la valeur. Ils ont lutté au tournage avec la lumière du soleil. Donc il y a une méthode où il y avait des objets amovibles, des murs, des trous, pour que la lumière passe et qu'on bouge au fur et à mesure du mouvement de la caméra. D'autres qu'on ouvre et ainsi de suite. Donc c'était un véritable labyrinthe de lumière changeant en cours de plan. Et ce qu'il disait justement le chef opérateur, c'est que la méthode donne de la valeur à notre temps. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez beau de le formuler comme ça. C'est une méthode qui réussit plutôt au film. Il y a des moments qui sont de véritables petits bijoux. Je trouve le moment où il rentre dans la forêt, il perd son cheval après une nuit où il s'est pas bien réveillé, et donc il monte la montagne tout seul, et il arrive à une croisée de chemins dans une forêt extrêmement dense, avec, vous savez, ces tunnels d'arbres, et au fond, vous avez la lumière, comme une sorte de grand tunnel, et ça, ces moments-là, ces moments je les ai vécus. Ces moments où on est tout d'un coup dans une forêt ultra dense, et au bout, on a le tunnel, et on est à un croisé de chemin, et ils voient un truc arriver au fond, et on entend le bruit des sabots arriver de plus en plus fort, un peu sourd au départ, et et c'est formidable, vraiment. Ce moment, il a été assez délicieux. Et après, on a la charrette qui arrive, qui s'ouvre tout lentement. Il n'y a personne. Et tu dis, ok, il faut aller là-dedans, let's go. Et on engage le spectateur parce qu'il y a un travelling vers la carriole. Vraiment, on va le prendre, on ne va pas le lâcher. Il est attiré vers. Voilà. Il y a déjà de l'emprise alors qu'il n'est même pas encore dans le château. Et donc, cette nouvelle version, qu'est-ce qu'elle apporte du coup ? Dans la réalisation, tout ça. Moi, je dirais pas qu'elle n'apporte rien, mais je pense que le travail du son est déjà quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus voyant
que dans la version précédente. Eggers est un obsédé du son. Il y a un travail de son que je trouvais assez formidable. Au-delà de l'agression de certains moments de jumpscare, le son donne de la modernité aux images qui sont, pour pas mal d'entre elles, assez classiques. Et cela est augmenté aussi avec la composition de Robin Carolan, qui ressemble un peu à du Havre Perth et en même temps à du Wojciech Kilar. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu dans la musique. Ce sont souvent des nappes. Je ne serais pas à dire que la note d'intention est plus forte que l'exécution. L'exécution est là, mais n'oublions pas aussi que nous saturons des films. Nous voyons tellement de films. Je ne pense pas qu'il faille attendre les attentions du réal en écoutant des interviews de promotion de films. Je ne pense pas que c'est là où les intentions sont vraiment déclamées. Il faut voir des interviews fleuves, des masterclass, des choses où la personne a le temps de s'exprimer. Qu'est-ce qu'on en sait finalement de ses intentions? Est-ce qu'il les a formulées clairement dans une interview qui ne soit pas à des buts de commercial? Je pense qu'il y a un véritable fossé entre les gens qui passent leur temps à regarder des films et des gens qui viennent regarder de temps en temps des films. Et puis les plateformes n'ont pas aidé à affiner, évidemment, raffiner ses goûts et finalement avoir de la tolérance pour ce que nous voyons et avoir aussi une rareté de l'émotion. Si nous regardons tous les jours un film où ça fait super pleurer tout ça, un film qui réussit peut-être un peu moins bien mais dans lequel toutes les scènes sont là, eh bien on dira que c'est de la merde parce qu'on n'a pas eu ce qu'on a vécu pendant une semaine. Donc c'est une affaire aussi de cumul. Essayons de moins cumuler les films performatifs pour apprécier les films qui sont un peu moins performatifs. Ce film-là est performatif par moment. Pour moi, ce n'est pas trop un problème, c'est ce qu'on appelle de la réalisation. Il ne faut pas attendre à chaque fois qu'on rénove, qu'on redéploie tout un truc, ou que ça soit forcément la grande émotion. À force de faire toujours la même chose, de vivre toujours la même chose, vous la banalisez. Au point qu'il vous faut toujours une dose beaucoup plus forte. Mais Nosferatu ne s'est jamais revendiqué comme étant une dose forte. Nosferatu n'est pas là pour faire de la frayeur du jumpscare, des choses comme ça. Mais parce qu'elle est issue de son temps. En cela, je me méfie beaucoup de mon regard. Parce que je ne vois pas le film comme les autres. Au-delà de mon expérience personnelle, il y a un peu, vous savez, c'est un petit peu comme Neo dans Matrix, on voit les lignes de code. Est-ce que je serais dans ce cas-là peut-être un peu trop objectif? Quand on va partager une parole critique ou un écrit critique, il faut bien se remettre en cause sur comment nous on perçoit les films. Il ne s'agit pas de balancer sa haine comme ça, dire que de toute façon ce film c'est qu'esthétique et tout ça. C'est un peu nier le reste aussi. Je veux dire, si on est objectif, c'est narratif. Il y a des montages alternés, il y a des ellipses assez intéressantes, je trouve. C'est émotionnel, la fatalité, la détresse du couple. Faut pas l'oublier. Alors oui, peut-être vous avez passé toute votre année à regarder des couples se défaire dans les films et le énième comme Nosferatu ne vous fait rien. C'est votre problème. Et c'est sensitif. La répulsion, les éléments, le soleil. C'est quelque chose qui attaque nos sens. Et quand même, quand Nosferatu se flétrit, c'est quelque chose qui attaque directement sa peau. C'est quelque chose qui est de l'ordre du tactile. Là où, bon, vous revoyez la mort de Kinski, ça fait un peu pitié. Pour moi, l'artifice n'est pas un problème. Je parlerai plus naturellement de mise en scène, tout simplement. Tu mets en scène ton histoire et tes personnages. Par des ellipses, des mouvements de caméra, des focales, des effets spéciaux, du design sonore. Après, la question est, qu'est-ce que cet effet veut dire? Alors oui, c'est sûr, en sortie de salle, c'est compliqué de percevoir tout d'un coup. Et c'est souvent à observer par la suite. Dans notre première lecture, on vit le film et les émotions qu'on reçoit. Et après, on essaie de se souvenir, oui, il y a eu ce plan-là et tout ça, et après, il faut faire travailler tout ça. Parce qu'après, si on ne fait pas cette démarche-là, un peu de recul, et se poser la question, ce plan-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Comment on peut lier ce plan au précédent, au suivant, et à faire ce travail-là? Eh bien, ça nous amène à poser plein de petits termes, qui sont des termes fourre-tout pour les gens qui ne veulent pas en foutre une. Comme, par exemple, la démarche de petit malin, plutôt qu'une véritable inspiration, évidemment. Que le film, dans ce cas-là, ne serait qu'une démonstration plus qu'autre chose. Et une démonstration de quoi?
On ne sait pas filmer, donc on fait des mouvements compliqués. Mais de qui on parle là ? En tant que personne qui pense un peu les films ou le cinéma, je pense que les cinéphiles ont quand même comme devoir de tordre un peu le cou à ces expressions qui bloquent les débats et la pensée. C'est ce cinéma de poseur, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On crée tout simplement une ambiance. Mais il est clair que ce terme est utilisé pour bien dénigrer un film, sans parler du film même. Alors, la question de la lourdeur, ça c'est quelque chose sur lequel on peut venir. Mais je pense que c'est précisément ça qui distingue aussi les précédents. Il y a une... Mais et en quoi aussi ce serait un problème ? Ça n'a pas forcément à être léger. Là, on travaille le pas lourd du vampire. La violence, de l'agression sonore et visuelle. Et ce n'est pas un mal. Alors oui, aujourd'hui on a tendance à considérer le jumpscare comme régressif. Mais c'est plutôt un choix qu'il a fait. Et en cela, c'est absolument pas une copie de Nosferatu. Hein. Et ces effets, c'est de la mise en scène. Avec une maîtrise. Pas forcément une maîtrise narrative, directement dans les scènes eux-mêmes, dans l'écriture, hein, l'écriture, comment le jumpscare doit arriver, tout ça, mais dans la mise en scène, c'est complètement maîtrisé. Après, ça reste à voir, ça reste à débattre, mais il faut avoir le film devant soi. Hein, on peut toujours balancer des mots et attendre que l'autre fasse l'effort de défendre son point de vue. Hein. Vous savez, ces termes affreux. Pour moi, par exemple, il y a un effet de mise en scène qu'on pourrait trouver juste esthétique, mais que moi je trouve très beau, et ça permet aussi de faire des ellipses, et c'est quelque chose sur lequel il joue plusieurs fois dans le film, c'est qu'il y a des échos stylistiques dans le film. Il avance dans la ville, au début du film, le Thomas, il passe dans la foule, voilà, c'est un peu labyrinthique, mais il arrive à s'en sortir, et tout d'un coup, il passe dans un tunnel. Il me semble, c'est un tunnel. Et donc on passe dans le tunnel, il fait noir et on le voit ressortir. Et il est devant la boutique de notaire pour qui il travaille. Et il est clair qu'au vu du parcours qu'il a fait, c'est évident qu'il y a une ellipse, qu'il est allé beaucoup plus loin dans la ville. Parce qu'au vu de la façon de bouger, l'endroit où il devait s'arrêter, et à un moment, on voit qu'il est bloqué. Donc il devait aller dans cette route qui est bloquée, donc il passe par le tunnel, et hop, tout d'un coup, il est devant la boutique. Alors pourquoi il fait mine d'être bloqué dans cette rue, si la boutique, elle était juste de l'autre côté du tunnel ? Non, ce tunnel a permis un changement d'espace et une ellipse temporelle. Et ça, il le refait dans le château. Donc c'est quelque chose qui revient plusieurs fois. De toute façon, le tunnel est toujours à un point de passage, à un point de déplacement. Ça a toujours été le cas. Par exemple, je vous renvoie, si je me souviens bien, vaguement, hein, ça fait un moment que je l'ai plus vu, mais je crois qu'il y a aussi une affaire de tunnel et de point de passage dans l'Antre de la folie de Carpenter. Simple exemple, hein, comme ça. Mais justement, en travaillant sur ces exemples, sur des effets de style, comme disent certains, des effets de mise en scène, eh bien, on arrive à percevoir en fait des idées, à percevoir un style, à percevoir aussi peut-être ce qu'il veut dire. Mais certains ne font pas ce travail parce que ça nécessite de se poser des questions, et à la place, ils balancent comme ça des mots pour se dédouaner d'un tout effort intellectuel, comme le terme de prouveur. C'est vaseux. Et c'est très compliqué à prouver, d'ailleurs. On dit que c'est un prouveur sans rien dire de plus, et ce sont les autres qui doivent faire le travail de décortiquage pour contre-argumenter. Dire que c'est un prouveur ou un poseur, parce que les plans sont très préparés ou travaillés, c'est une notion qu'on oublie d'appliquer à beaucoup d'autres réals, hein, dans ce cas-là, hein, que ce soit même des réals qu'on aime beaucoup. Hein. On a une idée, une certaine énergie qu'on veut inculquer à la séquence, alors on la travaille. Et en voyant d'autres films, en allant sur les lieux de tournage, en travaillant avec ses partenaires, évidemment. Et c'est en cela qu'on crée, en fait, une mise en scène, évidemment. Mais les gens utilisent ces termes de prouveur, de poseur. Je pense que ce sont des gens médiocres aux paroles médiocres. Ces termes-là, j'ai commencé à les entendre dans les années 2020. Jamais avant. Ça n'existait pas avant. Donc il y a peut-être une raison à ce niveau-là. Les spectateurs, pas tous évidemment, vous vous sentez visé ou non, c'est pas mon problème, sont devenus paresseux devant les films. Et quand il ne va pas dans le sens qu'il veut, encore une fois, des gens qui attendent des choses des films, évidemment, hein, toujours les mêmes, mais qu'il ressent l'effort du plan pour être là, eh bien il sort ces mots-là pour se dédouaner de tout questionnement personnel. Le film, il n'est pas là pour réinventer la roue, nous sommes d'accord, mais il faut se mettre un peu dans le sillage d'une roue fondamentale qu'est Nosferatu de Murnau.
ce serait difficile de reprocher à Eggers de faire du copier-coller. Alors là, c'est clairement pas le cas. Tellement le film vole de ses propres ailes. Je m'attendais à un carrosse en négatif dans la forêt, il n'y a pas ça. Je m'attendais à voir Hélène en somnambulisme au bord du balcon, je n'avais pas ça. Je m'attendais à voir Orlok vu par la fenêtre, par exemple, ce n'est pas là. Au contraire, on est à l'intérieur de la bâtisse. Ah! On aborde la même scène, Orlok qui regarde par la fenêtre, mais de l'autre côté. Il n'en est rien, on n'est pas sur le même film. On a un travail avec cette main portée sur la ville. Superbe plan, qui est une référence, pour moi c'est là clairement La Nuit sur le Mont Chauve de Fantasia. On s'amuse avec tout ça. Le problème de faire plus que ce qui a été fait précédemment, c'était une erreur, mais c'est une attente de spectateur. Faut pas penser que le spectateur se contenterait de ce qui a été fait précédemment. J'ai revu la version de 1922. Soit ils vont pas comprendre, soit ils vont rire. Mais il n'y aura guère plus. On peut revenir quand même à quelque chose qui prend un peu le spectateur. Donc Eggers accorde son violon à aujourd'hui, avec les silences violemment cassés par le son agressif. Encore une fois, je reviens toujours à ça. Mais on est sur cette ponction et ce rejet de recrachage de sang du premier film. C'est en cela que je trouve le film opère une sorte de nostalgie à mise en scène moderne. Et je trouve que c'est plutôt bien confectionné dans l'ensemble. Je lui mettrai 14 sur 20. Je pense qu'on peut s'estimer heureux quand même, malgré voilà, les maladresses et le fait qu'on connaisse le récit. Le mec, il avait envie de faire ce film. Vraiment. On aurait pu tomber sur un méga tocard. Mais le film, il est peut-être inoffensif pour les gens qui ont vu des milliers de films. Mais il est de bonne facture et respire l'envie de faire vivre ou mourir une figure classique. Je n'avais pas trop aimé ces films précédents, à part peut-être légèrement The Witch, mais celui-là, il y a 2-3 moments où c'est vraiment assez formidable ce qu'il a fait. Et il n'a pas encore le compromis de faire plier en fait ses envies de raconter des histoires. Voilà, j'ai terminé cette critique. Oh, c'est un petit retour. C'est un petit retour, j'espère qu'il vous plaira. J'espère que mes petits coups de gueule de début d'année vous plairont aussi. Merci beaucoup de me suivre pour cette nouvelle année. Merci du soutien, merci de votre abonnement, merci de vos commentaires évidemment. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques ou peut-être de nouvelles analyses. Peut-être des choses se préparent, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire cette année. La chaîne ne dépérira pas. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!